Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va revenir sur le classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Victoire du FC Barcelone en finale de Coupe du Roi. Énormément de choses se sont passées entre la fin de ce match et aujourd'hui. Énormément de rumeurs par rapport au futur de certaines personnes. Par exemple, Carlo Ancelotti, son futur au niveau du Real Madrid, je pense, n'a jamais été aussi flou. Énormément de personnes disent que Ancelotti ne finira pas la saison. Ancelotti partira la saison prochaine. Et certaines sources disent que le Real Madrid veulent continuer avec Carlo Ancelotti. Est-ce que c'est la bonne solution? On ne sait pas. Mais je pense qu'il a fallu attendre que le Real vraiment perde la Coupe du Roi pour se dire que vraiment il n'y a aucune solution. Cette équipe ne remportera absolument aucun trophée cette saison. Il aura fallu attendre l'échec au niveau de toutes les compétitions, même les compétitions domestiques, pour se dire que le Real Madrid a un problème et que potentiellement le problème c'était l'entraîneur et surtout au niveau de sa tactique. Hier par exemple, quand la manière dont le Real a entamé le match, je ne vous mens pas, je m'attendais à une soirée similaire aux deux premiers classicos de la saison. Parce que je vous mets l'image, quand tu commences un classico et que tu as ce genre de statistiques-là à la mi-temps, tu dois te poser les bonnes questions. Et je pense que il s'est posé les bonnes questions, c'est pour cela qu'il a fait les changements adéquats. Regardez bien ses stats. Tu finis la première mi-temps avec 36% de possession de balle. L'équipe d'en face en a 64, tout en sachant qu'ils ont tiré 9 fois, 4 fois cadré, et ils ont marqué un but. 3, tu as tiré une fois, 0 tir cadré. C'est, dans un classico, c'est effrayant d'avoir ce genre de statistiques. C'est pas possible. Parce que tu ne peux pas me dire que tu t'appelles le Real Madrid, champion d'Espagne en titre, tu arrives avec littéralement une équipe quasi similaire à celle de l'année dernière, tu n'arrives même pas, je dis bien, même pas à imposer un rythme au Barça, même pas pendant 5 minutes au niveau de la première période. Et ça peut se résumer par une seule chose, l'agressivité. Regardez par exemple sur le but de Pedri. Je vais même pas mettre le but de Pedri, c'est surtout Lamine Yamal. Lamine a fait une course, il est arrivé dans la défense, dans la surface de réparation. Regardez le temps que Lamine prend pour faire la passe. Lamine, le temps de temporiser, d'attendre que Pedri arrive au niveau de la surface pour lui faire la passe, Lamine a littéralement 3 joueurs. Fran Garcia, Tchouaméni et Fede Valverde. Les 3, c'est-à-dire que parmi ces 3 joueurs-là, personne n'a pu mettre au moins un pied pour gêner Lamine Yamal. Il n'y a personne qui s'est dit, au moins, laissez-moi aller le coller, jouer au physique, pour essayer de décrocher. Parce que là, on voit que Lamine est en train de temporiser. Fede aurait pu couper la ligne de passe. Tchouaméni aurait pu intervenir. Fran Garcia, c'est le seul joueur qui ne peut intervenir sur cette image, tout simplement parce que Fran Garcia, s'il intervient, il y aura faute, il y aura penalty. Donc, pour éviter cela, il y a Tchouaméni qui vient le seconder. À ce moment-là, Tchouaméni a toute l'attention, a tout le temps pour prendre le ballon. Mais quand le Real Madrid est devenu une équipe qui ne presse pas individuellement, ça donne ce genre de match-là où tu as un adversaire qui, eux, ils peuvent prendre leur temps pour jouer parce que dans l'entrejeu, le trio Olmo, Frenkie de Jong et Pedri, ils se sont fait plaisir. Tu ne peux pas me dire que sur cette image-là, je vous remets l'image, Lamine Yamal a tout son temps. Il n'y a pas un d'entre eux qui a pu prendre même une initiative individuelle pour venir gêner Lamine Yamal. Ça, pour moi, c'est un problème. Et tout ça, ça passe par la tactique de l'entraîneur. Parce que le Real Madrid, en première mi-temps, le manque d'agressivité était flagrant. Et ça, je pense que ça définit clairement la première mi-temps. Quand tu as en face de toi une équipe qui joue, qui maîtrise le contre-pressing, qui maîtrise le pied du hors-jeu, qui joue très haut sur le terrain, le fait déjà de jouer très haut sur le terrain, d'avoir une ligne défensive aussi haute, non seulement c'est gênant pour toi parce que toi tu aimes la profondeur, ils arrivent à maîtriser le pied du hors-jeu, c'est un problème dans ta tactique, mais de deux, une équipe qui joue aussi haut peut s'imposer rapidement dans les duels parce que la majorité, les 10 joueurs de champ sont dans ta surface, sont dans ton camp. Donc rapidement, il y a ce qu'on appelle le overloading. Ils peuvent rapidement monter sur le porteur de balle. Et toi, si tu décides de ne pas presser individuellement, tu décides de souffrir, à ce moment-là, tu ne peux t'attendre qu'à une catastrophe.
tu ne peux t'attendre qu'à une catastrophe. C'est-à-dire que c'est logique. Et c'est pour cela qu'en deuxième mi-temps, je pense que le fait de sortir Rodrigo pour faire entrer Kylian Mbappé, c'était l'un des choix les plus importants. Pourquoi? Parce qu'il fallait quelqu'un capable de matcher avec la vitesse de Vinicius sur les contre-attaques. Si c'est ce qu'on voulait jouer vraiment, il fallait quelqu'un pour matcher la vitesse de Vinicius. Et je pense que ça a été le déclic. Pourquoi? Parce que l'entrée de Kylian, comme je l'ai dit, c'est une entrée de patron. Il est rentré, il a dit c'est mon équipe, je vais tout faire pour qu'on égalise, je vais tout faire, je vais prendre l'équipe sur mon dos. Et il l'a fait. Franchement, il était dans un esprit collectif, il jouait, il faisait les remises qu'il fallait, il était juste parfait hier. Maintenant, bien sûr, comparé à Kylian Mbappé, on le sait très bien, on attend beaucoup plus de lui. Mais pour ce qu'il a fait hier, pour moi, c'est amplement suffisant et je ne peux lui demander plus parce que tout simplement, on voit que Kylian Mbappé, c'est sa première année au niveau du Real Madrid, il doit s'adapter à un certain standing, il doit s'adapter à ses coéquipiers. Oui, ça prend le temps qu'il faut, mais quand même, il a fait un match pour moi plus que potable. Sachant qu'il marque son premier but sur coup franc de sa carrière, on ne va pas winner, on ne va pas péter sa petite bulle. Il a joué un bon petit match, il n'y a rien à dire. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'en faisant rentrer Kylian Mbappé, en faisant rentrer Kylian Mbappé, en faisant rentrer surtout Arda Güler, qui pour moi, c'est l'élément vraiment facteur X qui est rentré et qui a tout changé. En faisant rentrer ce genre de profil-là, tu permets à un Bellingham de redescendre au niveau du milieu de terrain. Et quand Bellingham redescend et retrouve son poste de régulateur au niveau du milieu de terrain, tu ne peux qu'avoir qu'un grand Bellingham. À ce moment-là, Bellingham est dans son domaine. Il est là, il s'impose physiquement, il est technique, il arrive à sortir le ballon, il arrive à casser le rythme du Barça. Et ça, c'était essentiel pour une remontada. Et ils l'ont fait. Ils ont égalisé sur coup franc et il y a eu cette intensité qui a monté et dans l'euphorie, Tchouaméni suit 2-1. Il n'y a pas de problème. Mais suite à cela, on l'a vu parce que vu l'intensité physique que Tchouaméni, Valverde, Bellingham ont apporté au niveau du milieu de terrain, le Barça subissait le jeu. Il fallait un fait de jeu pour que le Barça égalise. Effectivement, il y a la passe de Lamine Yamal dans le dos de la défense et il y a la sortie de Thibaut Courtois. Et là, je pense que toutes les cartes ont été redistribuées suite à cette sortie catastrophique de Thibaut Courtois. C'est peut-être la seule erreur que Thibaut ait fait de toute la soirée, c'est le fait de gêner Rudiger dans sa course. Et là, tu vois, il y a aussi un manque de communication entre les deux. Parce que si Courtois communique avec Rudiger, je ne sais pas si vous vous rappelez de Brésil-Espagne, David Luiz, Pedro, il y a la sortie de Julio César. David Luiz voit venir Julio César, il contourne et va tout de suite dans les buts parce que Pedro a déjà pris le ballon, il a pris l'information, il sait que le gardien est sorti. Donc le but est soi-disant vide. Mais David Luiz avec Julio César se sont parlé entre eux. Il y a eu cette communication qui a pu permettre à David Luiz de changer sa course et de couvrir les buts. Malheureusement, il n'y a pas eu cette communication entre Rudiger et Thibaut Courtois. Suite à cela, le Barça a pu égaliser. Et on le sait, dès qu'il y a eu ce moment où le Barça a égalisé, je m'attendais à ce que le Real baisse en régime. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, j'ai vu un Real Madrid qui a voulu tenir le rythme, a voulu punir le Barça. Malheureusement, le Barça, tu ne les punis pas comme ça. Au contraire, c'est eux qui allaient te punir parce qu'effectivement, en toute fin de première mi-temps, il y a eu une faute dans la surface pour le Barça. Penalty, le penalty aurait dû littéralement et normalement être attribué à Ferran Torres. Malheureusement, l'arbitrage, on en revient toujours à l'arbitrage, a décidé autrement. Je ne comprends pas pourquoi ce penalty n'a pas été attribué. Franchement, ce serait malhonnête de dire que oui, il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage, etc. Non, hier, il y a eu énormément d'erreurs d'arbitrage. Mais pour moi, ça là, le sujet de l'arbitrage, surtout au niveau du Real, du Barça, de la Liga en général, pour moi, ça, c'est une vidéo à part entière. Je vous mets juste parce que là, oui, il y a des fautes qui n'ont pas été sifflées. Oui, il y a des cartons rouges qui n'ont pas été donnés. Oui, il y a tout ça qui vient après. Mais pour moi, l'arbitrage avait déjà trop de pression. L'arbitre avait trop de pression sur lui et je pense que la VAR ne l'a pas trop aidé. Par exemple, sur la faute sur Ferran Torres en deuxième mi-temps, il n'y avait même pas de débat. On voit à l'image que littéralement Rudiger déséquilibre Ferran Torres. La VAR devrait l'appeler. Suite à cela, il a sifflé un penalty pour Rafinha, tandis que Asensio ne le touche même pas. Tout ça dans l'intention de rectifier son erreur, mais malheureusement c'était trop tard. J'ai fait une bonne partie sur l'arbitrage.
Quand j'ai vu la longueur de la partie de l'arbitrage, franchement, je me suis dit, non, ça c'est une vidéo à part entière, donc on reviendra là-dessus un tout petit peu plus tard. Mais l'arbitre a voulu rectifier le tir avec le penalty de Rafinha, mais malheureusement, on le voit clairement sur l'image, Asensio ne l'a pas touché. Ensuite, en deuxième mi-temps, en prolongation, on a vu quand même un Real Madrid qui a voulu tenir son régime. C'est-à-dire un Real Madrid qui, oui, malgré qu'ils étaient à bout de force, on a vu quand même une équipe qui a voulu faire mal, qui a voulu pousser, qui a voulu compter et miser sur les nouveaux rentrants. Par exemple, Mbappé était beaucoup plus frais que les autres, donc on jouait énormément sur Mbappé. Un Arda Güler, on le cherchait, parce que quand on voit que dans ce système-là, c'est lui qui est vraiment plus meneur de jeu, un tout petit peu élargi. On voit que Tchouaméni, même s'il était fatigué, il se donnait à 100%, et il montait beaucoup moins parce qu'il était surtout à la récupération. Un Rudiger a tout donné malgré qu'il a un problème au genou, mais il a tout donné. Asensio restait vraiment en rétention, surtout pour couvrir les appels en profondeur de Rafinha. Et à ce moment-là, tu vois que c'était une équipe qui était quand même structurée, entre guillemets. Mais il a fallu certains changements pour que cette équipe passe de 0 à rien, quoi. Le premier changement qui pour moi n'a pas de sens, c'est le fait de faire rentrer Hendrick, et tu fais rentrer Hendrick au poste de ailier droit. Et franchement, c'est là que je me pose la question, je me dis, mais Ancelotti, il se moque de qui? Premièrement, pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir Hendrick qui vient au Real pour remplir le poste de numéro 9 et que la plupart du temps, tu le fais rentrer au poste de ailier droit. Tandis que tu sais que Kylian, c'est un joueur de couloir. Et c'est là que tu te dis que suite à ce match, suite à cette catastrophe où le Real a perdu, tu vois que c'est à ce moment-là de la saison que tout le monde s'est tilté dans leur tête. Qui se disent, ah oui, mais Ancelotti, cette saison, c'est nul, hein? C'est pas bon. Ah oui, il ne peut pas rester au Real Madrid. Mais il y a quelqu'un, si je ne me trompe pas, qui vous a averti toute la saison que le Real n'a pas de tactique, que le mot qui définit clairement le Real Madrid, c'est l'incohérence. J'ai tiré la sonnette d'alarme toute la saison pour vous dire que le Real n'ira nulle part et que je ne fais pas confiance à cette équipe, je ne compte pas sur cette équipe et que sans tactique, on ne peut battre le Barça cette saison. Il a fallu attendre qu'on perde la coupe domestique, qu'on ne soit plus en Ligue des Champions, que la Liga se joue littéralement sur le Classico, un Classico que je ne pense toujours pas pour pouvoir remporter, pour se dire, ah oui, quand même, il y a un problème. Quand même, on est en avril. Je vous le dis depuis le mois de novembre. On est en avril. Bon, il a fallu tout ça. Mais bon, moi, comme je l'ai dit, pour moi, le Real Madrid doit repartir sur pas une reconstruction, parce que le Real Madrid a les éléments pour construire une équipe. Il faut juste amener quelqu'un capable de structurer ce 11. Pour moi, c'est vraiment ça, au fait. Structurer le 11 de départ et apporter de la cohérence. Par exemple, quand on regarde la deuxième mi-temps d'hier face au Barça, je vois une équipe qui a du potentiel. Quand par exemple tu vois la rentrée de Fran Garcia, la rentrée d'Arda Güler, tu te dis mais Fran n'est pas forcément le meilleur latéral gauche du monde, hein, mais il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs latérales gauche du monde. Rappelez-vous Marcelo. Hein? Marcelo, quand il vient pour remplacer Bob Carlos, on ne se dit jamais que Marcelo va être la légende qu'il a été. Mais on lui a donné sa chance et il a gagné sa place. Quand tu commences le Classico et que tu m'alignes Ferland Mendy, qui n'a pas joué depuis 2 mois, pour moi, c'est déjà faute tactique. Quand tu vois l'intensité et l'agressivité des joueurs du Barça et que tu viens dans l'optique d'être attentiste, c'est déjà une deuxième faute tactique. Donc tout ça fait que malheureusement tu as brûlé une cartouche, tu as brûlé une cartouche, brûlé les 45 premières minutes du match, tu arrives en deuxième mi-temps, la fatigue commence à prendre place, tu fais les changements adéquats, oui il y a un certain rythme, oui tu arrives à imposer un jeu au Barça, mais c'était déjà trop tard. Tout simplement parce que même si tu imposais ton jeu au Barça pendant la deuxième période et toute la prolongation, le Barça, ils arrivaient à tenir, on le voit tout simplement parce que le Barça a un jeu structuré et cohérent. C'est tout. C'est la structure du Barça et la cohérence du système d'Hansi-Flick qui fait que cette équipe, même s'il joue à 10 contre 11 face à toi, tu ne pourras pas marquer. Oui, tu as marqué aujourd'hui un but sur coup franc et un but sur corner, 2 coups de pied arrêtés. On le sait, au Real Madrid, c'est vraiment rare. Un match où tu marques 2 buts sur coup de pied arrêtés, c'est très rare. Il a fallu quand même un coup franc et un corner pour que tu puisses mener face à eux. Mais suite à cela, dans le jeu, ils étaient tranquilles.
tu n'aurais jamais marqué si tu n'avais pas ces deux occasions. Tout ça parce que tu décides de te faire passer pour un outsider. Tout, et en plus de ça, accumulé avec des erreurs d'arbitrage et tout le tralala qui vient avec, ça ne pouvait qu'aboutir sur ce genre de résultat. Effectivement, moi, je tiens à le rappeler, moi, je suis satisfait de ce que j'ai vu de la deuxième mi-temps. La première mi-temps m'a dégoûté, la deuxième mi-temps m'a réconforté avec cette équipe, et je me suis dit que là, on voit le potentiel de cette équipe. Je me suis battu toute la saison pour que Arda ait sa chance. Je me suis battu toute la saison pour dire que cette équipe n'avait pas de tactique. J'ai essayé toute une saison de faire passer le message que cette équipe, je ne peux compter sur cette équipe tout simplement parce que cette équipe n'est pas cohérente sur le papier, n'est pas cohérente sur ce qu'ils font sur le terrain et sur les profils qui sont alignés sur le terrain, tout simplement parce qu'il n'y a pas une responsabilisation des joueurs, il n'y a pas une distribution de rôles, les rôles sont parfois similaires, il y a des rôles qui se ressemblent sur le terrain. En tout cas, bref, comment vous dire, cette vidéo va être assez compliquée, mais bon, bref, je préfère la terminer là maintenant. En tout cas, sur ce, la famille, je tiens aussi à saluer aussi les Catalans, parce que je tiens à le répéter, le FC Barcelone est tout simplement la meilleure équipe d'Europe. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, je l'ai dit depuis le début de la saison. Pour moi, le Barça mérite entièrement ce qu'ils ont aujourd'hui, tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ils le méritent. Maintenant, il y a des choses qui se passent entre les deux équipes, on va essayer de faire abstraction de ça. Moi, j'aime le football. Et pour moi, je tiens encore une fois à féliciter le Barça pour la saison qu'ils sont en train de nous proposer. Tout simplement au niveau du football, au niveau de la qualité de jeu, c'est plaisant de voir le Barça. Inigo Martinez, tout simplement l'un des meilleurs défenseurs de cette saison. On a un Pau Cubarsí qui s'est imposé comme étant l'un des meilleurs défenseurs littéralement de cette saison et d'Europe tout simplement à son jeune âge. Lamine Yamal a fait la saison de confirmation où vraiment il a confirmé son niveau, que c'est tout simplement un génie du football. Lewandowski qui potentiellement sur ces dernières années est en train de confirmer une très belle saison. Malheureusement, il est blessé, mais Ferran Torres remplit parfaitement le rôle. Dani Olmo, ce qu'il apporte au niveau du milieu de terrain, c'est tout simplement magistral. Pedri, est-ce qu'il y a un mot pour décrire Pedri? Génie, magicien, je ne sais pas, il n'y a pas de mot assez fort pour décrire Pedri. L'équipe en général, franchement, c'est l'équipe en général. Marc Bernard, Gérard Martin, tout. Szczęsny qui était retraité quand même. Hein. On parle de gardien qui était retraité, qui sort de sa retraite pour remplacer Ter Stegen. Il te fait des matchs dignes des plus grands. Mais il n'y a rien à dire. C'est cohérent. Ce qui est fait est cohérent. Par exemple, quand ils sont allés chercher Szczęsny, ils sont allés chercher un gardien qui sort beaucoup, qui apporte énormément au niveau de la défense, qui peut compenser, quand par exemple tu as un défenseur qui monte trop haut, et là c'est cohérent. Le recrutement était cohérent. Franchement, félicitations au Barça. En tout cas, la famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.